Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Samir Abdelkrim de nous recevoir, ainsi que Emerging Valley et la ville de Marseille. La thématique qui nous rassemble donc dans cette plénière est la décarbonation et ville neutre pour le climat. Quelle innovation partagée entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique? Dans quel contexte se trouve-t-on? Aujourd'hui, les villes couvrent 3% de la surface de la Terre, mais produisent plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre, qui sont les principales responsables du réchauffement climatique. Comment? Par les transports urbains, par les modes de production et de consommation d'énergie, par les industries et les habitudes de consommation des populations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les politiques publiques, au niveau des villes, peuvent être de bons leviers pour aller vers la décarbonation des villes et des villes neutres pour le climat. À ce propos, l'exemple de Marseille va beaucoup nous éclairer quant aux défis à relever, M. Lardy. Au regard de sa démographie, de son histoire, de sa géographie, de sa biodiversité. Autre question importante que nous allons aborder, comment le partenariat Europe-Méditerranée-Afrique peut-il permettre d'atteindre au plus vite cet objectif de décarbonation et de ville neutre pour le climat? Pour traiter de toutes ces questions, nous avons autour de nous M. Laurent Lardy, adjoint au maire de Marseille. Bonjour, M. Lardy. Lamia Ben Marlouf, qui va être en vidéo, en direct donc du Maroc. Elle est directrice générale de Moroccan Information Technopark Company, MITC. Nous avons Anita Jaglin, donc, qui est doyenne associée à l'inclusivité et vous êtes professeur senior à Kedge Business School. Nous avons M. Yaya Kone, qui est cofondateur et président de Coliba. Séverine Peters d'Esteract, vous êtes directrice de projet de développement de l'entrepreneuriat à Expertise France. Nous avons aussi Patricia Ricard, qui est présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Et enfin, Jérémy Pellet, qui est directeur général d'Expertise France. D'ailleurs, nous allons commencer par écouter Jérémy Pellet, qui nous a adressé une vidéo. Jérémy Pellet. Monsieur l'adjoint au maire, mesdames et messieurs les élus, chers organisateurs, chers panélistes, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir qu'Expertise France renouvelle cette année encore un partenariat riche avec Emerging Valley qui met brillamment en valeur les startups et les écosystèmes numériques africains. C'est avec regret que je ne peux me joindre à vous cette année au Palais du Pharo, à Marseille, une ville qui prend une place de plus en plus importante dans le champ de l'innovation. La force d'Emerging Valley, c'est de créer du lien, de mettre en relation des écosystèmes et de valoriser les initiatives innovantes. C'est aussi le mandat de notre agence que de favoriser les échanges de bonnes pratiques et de renforcer les partenariats. Les thématiques mises en avant par cette édition 2022 résonnent parfaitement avec le contexte et les grands enjeux d'aujourd'hui. La souveraineté, qu'elle soit digitale, alimentaire ou énergétique, doit être en effet au cœur de notre réflexion. Co-développer des solutions à impact, c'est également dans l'ADN d'Expertise France. L'accompagnement de l'entrepreneuriat partout dans le monde est au cœur de la stratégie d'intervention d'Expertise France en matière d'appui au secteur privé et de soutien à l'économie numérique et de l'innovation. Expertise France, au sein du groupe AFD, a développé ces dernières années une expertise concrète dans de nombreux pays pour appuyer l'amélioration des politiques publiques en faveur d'une économie plus inclusive et plus verte. L'agence s'est spécialisée sur de nouvelles thématiques comme l'entrepreneuriat féminin, mais également la coproduction de solutions innovantes pour des villes vertes et durables. Ainsi, Expertise France accompagne concrètement en Méditerranée et en Afrique le renforcement de capacités de centaines d'entrepreneurs
de tous les acteurs de l'écosystème. Parmi les enseignements de la récente COP27, à laquelle j'ai participé, je retiens en particulier qu'il n'est plus possible de décorréler développement et innovation. Et il est nécessaire de concevoir des villes plus vertes et durables pour le bien-être de leurs habitants et des générations futures. Conscients de ces enjeux, nous développons au sein du groupe AFD une approche globale, capable d'y répondre et d'accompagner les pays et villes partenaires vers une transition énergétique juste. Cela se traduit par des actions concrètes comme la définition de plans climat-énergie au Togo, au Kenya, en Ouganda, ou encore la rénovation énergétique de bâtiments publics à Abidjan. En mobilisant sur fonds français et européens de l'expertise issue des deux continents, Expertise France joue pleinement la carte des partenariats euro-africains. Je laisse le soin à Séverine Peters-Desteract de vous présenter plus en détail notre action en la matière au sein de cette plénière. Je vous souhaite en tout cas des discussions constructives autour de cette thématique passionnante. Merci à tous et à très bientôt. Merci donc à Jérémy Pellet donc pour sa présentation et pour son allocution. Bienvenue à Patricia Ricard, bienvenue à Lamia Ben Mahlouf, puisqu'on ne vous avait pas vu tout à l'heure au moment de la présentation. Nous disions tout à l'heure que nous avons dit donc que les villes étaient au cœur du problème du réchauffement climatique. Elles doivent pouvoir être au cœur des solutions. Prenons l'exemple de Marseille. Monsieur Laurent Lardy, quels sont les atouts et les apports de Marseille en la matière? Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question sur laquelle nous travaillons. La ville travaillait avant, mais en particulier depuis 2020, puisque le projet politique sur lequel nous avons été élus intégrait très clairement cette question du réchauffement climatique et de la décarbonation. Et on a eu la chance donc d'être sélectionnés parmi, il faut quand même le savoir, hein, les 100 villes neutres en carbone à objectif 2030. Il y a eu près de 400 villes européennes candidates et 100 100 heureux élus qui ont été retenus, en sachant que souvent on nous félicite pour ça, mais il ne faut pas nous féliciter pour ça parce que c'est une mission. Et cette mission, elle consiste évidemment à essayer de mettre en place ce qui n'a jamais été mis en place, c'est-à-dire un plan d'ensemble qui implique à la fois des collectivités, qui implique bien entendu les entreprises et, il ne vaut mieux pas les oublier, les citoyens. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que nous faisons à Marseille va servir pour la ville de Marseille, mais va aussi servir d'exemple et on essaye, j'en discutais tout à l'heure encore avec un chargé de mission de la ville qui travaille sur ces questions, bien entendu, d'associer des villes africaines, d'associer le continent africain de manière générale à ce que nous sommes en train d'essayer de faire à Marseille. Bon, vous l'avez rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, la question des mobilités, la question d'avoir des bâtiments neutres ou en tout cas moins dépensiers en énergie, que ce soit des bâtiments municipaux, que ce soit des écoles, que ce soit effectivement l'ensemble des logements, puisqu'on a une problématique de logement importante en termes de rénovation et de reconstruction en fait à Marseille. Je dis souvent, en fait, Marseille est tellement en retard que finalement on a une chance parce qu'on a tellement pris de retard que maintenant que ces nouveaux défis s'imposent à tout le monde, et nous on est prêts, quoi. On est prêts, on n'a pas entrepris depuis 10 ans ou 15 ans des rénovations en profondeur de notre parc de logement et donc on a la chance maintenant d'intégrer des nouveaux impératifs qui se posent à nous tous. Alors, on est accompagné là-dedans. Il faut savoir que dans une ville, dans une région, dans un écosystème politique dans lequel parfois on se tire tous la bourre, là, tout à coup, la région, la métropole, la ville sont parfaitement alignés. On travaille ensemble. On a créé donc ce projet en créant à la fois un comité scientifique, en créant 8 commissions de travail. Moi-même, je co-anime celle qui concerne les mobilités et la logistique, qui est une question importante. Et donc, on se met
on se met au travail avec 2 étapes. Une première étape qui va nous mener au premier trimestre de l'année 2023 et au dépôt d'une première étape de travail auprès de la Commission européenne. Et puis ensuite, la création d'une Assemblée du futur, une Assemblée citoyenne du futur, dans laquelle on va plus concrètement, une fois qu'on aura recueilli toutes les idées des entreprises, parce les entreprises évidemment sont des parties prenantes extrêmement importantes à l'intérieur de ce plan. Une fois qu'on les aura associés, et de s'appuyer à la fois sur le comité scientifique et sur cette Assemblée citoyenne du futur pour recadrer peut-être aussi les propositions qu'on fait en les intégrant et en les rendant aussi possibles, parce que je crois que l'un des grands défis, c'est celui de l'acceptabilité des mesures qui sont mises en œuvre. Voilà globalement ce qu'on essaye de faire à Marseille, et j'espère qu'il va servir d'exemple peut-être dans l'avenir, mais nous on apprend en marchant, et déjà j'ai discuté avec des entrepreneurs africains tout à l'heure, on sait aussi qu'on a beaucoup de choses à apprendre de l'Afrique, parce qu'en termes d'économie de la frugalité, parce qu'en termes d'économie de l'adaptation aussi, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui en Afrique depuis longtemps déjà et qui peuvent servir d'exemple, notamment à Marseille. Alors, merci beaucoup, M. Lardy. Je vais me tourner vers Lamia Ben Marlouf, puisqu'on parle de l'Afrique, et lui poser la question de savoir comment être la solution et pas le problème, puisque la question qui se pose pour les villes se pose aussi pour les technoparcs, c'est-à-dire qu'en essayant de trouver des solutions, il faut aussi s'armer et s'organiser pour décarboner. Comment vous faites? Le son ne vient pas. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Merci, merci. Bonjour, madame. Alors, je vous remercie pour l'invitation et pour cette thématique fort intéressante. Effectivement, la neutralité carbone aujourd'hui nécessite forte implication du gouvernement, des acteurs privés et publics. Et donc, ça nécessite de mettre en place des programmes et des initiatives d'innovation. Aujourd'hui, la technologie se révèle être un levier pour accompagner cette transition énergétique. Donc, on va passer d'une production d'énergie centralisée dominée par les combustibles fossiles à des ressources énergétiques distribuées, tirant parti d'énergie éolienne, solaire ou d'autres sources renouvelables. Et cela nécessite une transformation des systèmes technologiques opérationnels traditionnellement utilisés. Moi, je dirais que la technologie aujourd'hui est au service de cette transition énergétique. Pour ne citer que ces 2 technologies phares que sont l'IoT, l'Internet des objets, et l'Edge Computing pour la gestion instantanée et fiable des données. L'Internet des objets aujourd'hui se révèle comme étant un outil stratégique pour réduire la consommation énergétique des consommateurs. Grâce à l'exploitation des données, donc on arrive à mieux gérer la production et optimiser la consommation des énergies et bien sûr le stockage. Et puis les données aujourd'hui sont au centre aussi de cette transformation. Donc quel est le rôle de la technologie dans la gestion et l'optimisation de ces données? L'edge computing peut vraiment soutenir le fonctionnement d'un système énergétique distribué, analysant en permanence des changements dans l'offre, mais aussi dans la demande et des modèles d'utilisation, tout en maximisant la fiabilité, la durabilité et le faible coût. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de la mobilité. Effectivement, aujourd'hui, le secteur de transport n'est qu'au début d'une période de profond changement. On est sur une première phase qui est l'utilisation des voitures électriques, mais demain, on sera sur la conduite autonome qui va révolutionner la mobilité. Et aujourd'hui, on sait bien que les algorithmes intelligents peuvent optimiser en permanence le trafic, la gestion des réseaux routiers, tout en réduisant au minimum la consommation d'énergie. Vous avez aussi parlé de la distribution, enfin j'en ai parlé de la distribution de l'énergie à travers des compteurs intelligents et connectés. Et c'est ce qui va permettre en fait d'analyser les données de manière instantanée, à distance, et ces données
pourrait être vraiment une bonne source d'informations pour l'ensemble des utilisateurs des données liées à l'énergie, que ce soit le secteur public, que ce soit le consommateur, le citoyen ou les agences de production d'énergie. Aujourd'hui, il y a autant de use cases au niveau des villes qui utilisent justement ces technologies pour apporter une rupture quant à des utilisations classiques d'utilisation d'énergie. Donc, nous, en tant qu'incubateur, en tant que Technoparc Maroc, nous inscrivons dans cette stratégie de transformation énergétique et là, le Maroc s'est engagé de manière précoce et déterminée sur la stratégie visant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles avec le lancement de la station Nour, qui est une des centrales solaires les plus importantes du monde et qui produit aujourd'hui, qui a une capacité de production de 580 mégawatts. Nous avons aussi, au niveau du Maroc, lancé plusieurs agences sur ces thématiques de l'efficacité énergétique, de la transformation de l'énergie et de la gestion de l'énergie propre à travers Mazen, le cluster solaire et l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Le Technoparc s'inscrit pleinement dans cette stratégie, puisque depuis 2010, nous nous sommes ouverts, au-delà bien sûr des startups technologiques, nous sommes ouverts aux startups opérant dans les green tech. Et depuis, nous avons pu en accompagner une centaine. Et puis, en tant que, je dirais qu'initiative publique-privée, nous avons toujours eu cette ambition de donner l'exemple. Donc, le Technoparc Casablanca se veut être un bâtiment vert et depuis 2012, et grâce à une collaboration avec la coopération allemande et l'université Hassan II, nous avons pu installer sur la partie sud du Technoparc Casablanca, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bâtiment de 30 000 m², énergivore, qui abrite plus de 200 startups. Et donc, nous avons pu installer une plateforme photovoltaïque pour utiliser l'énergie solaire à des fins de consommation locale. Donc, c'est 20% aujourd'hui de l'énergie solaire qui est injectée directement sur notre réseau de production d'énergie. Mais pas que ça, cette plateforme aujourd'hui sert d'expérimentation pour nos startups et les chercheurs qui veulent opérer sur ce domaine d'énergie renouvelable. Aussi, en tant qu'exemple, je peux en citer plusieurs, nous avons transformé nos jardins verts, on a des espaces verts, en espaces écologiques pour encourager l'agriculture urbaine. Donc aujourd'hui, chaque start-up qui peut intégrer le Technoparc, ben, elle plante un arbre, une herbe, et elle contribue à la propagation de cet esprit, de cet état d'esprit écologique. Merci. Pour revenir en fait sur la contribution des startups, et je vais en finir là parce que je ne vais malheureusement pas pouvoir continuer sur toute la session. Nous avons lancé il y a 3 ans un programme d'accélération en collaboration avec l'écocité de Zenata. Zenata, c'est la nouvelle ville verte qui se trouve à 20 km de Casablanca. Et en collaboration avec la société d'aménagement, nous avons lancé un programme qui connecte les startups technologiques à cette ville verte qui se veut produire des services intelligents qui vont répondre à des besoins en termes de mobilité, d'accès aux soins, d'équité sociale, d'exploitation des espaces publics, mais aussi de gestion des réseaux électriques et des déchets. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle ville compte 30% d'espaces verts, soit 15 mètres carrés par habitant. En fait, j'en parle parce que c'est une ville modèle qui peut servir de duplication dans d'autres villes africaines. Et puis, en termes de contribution de nos startups, nous avons travaillé sur des thématiques qui sont liées justement à la mobilité, en mettant en place, par exemple, un Smart Traffic Light. C'est un feu rouge intelligent avec une caméra intégrée et qui gère de manière intelligente et interconnectée un carrefour. Donc ça permet... J'ai dit, on voit que vous avez beaucoup d'initiatives
mais on est un peu limité par le temps. Très Si vous bien. permettez. Donc, je voulais juste terminer par cela. Il y a aussi, on utilise des réseaux LoRa pour l'interconnexion justement dans le cadre de cette île et bien sûr d'autres applications pour la gestion de la mobilité, la prédiction de données, pour optimiser la gestion du temps pour les citoyens de cette île. Voilà, juste pour vous dire un peu l'implication du Technoparc dans cette stratégie nationale de décarbonation et d'énergie verte. Voilà qui va nous rassurer totalement, ou presque, parce que nous allons revenir de ce côté-ci et pour parler toujours de notre thématique de la décarbonation. Et cette fois-ci, je vais me tourner vers Patricia Ricard, donc, qui est océanographe. Donc, ce qui se passe dans la ville de Marseille concerne aussi, bien sûr, la Méditerranée. Et on sait qu'aujourd'hui, la situation n'est pas très simple. Et ma question est la suivante. Comment redresser la barre, Madame Ricard? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Nous vous entendons très bien. Oui, si, j'entends d'accord. Alors, juste, pardonnez-moi peut-être une petite correction. Je ne suis pas océanographe. Je suis présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, mais je ne suis pas scientifique. Ah bon, Voilà. okay. Et par ailleurs, effectivement, la Méditerranée se réchauffe et la Méditerranée a des soucis de nanoparticules de plastique. Mais sur la façade française, la Méditerranée française va mieux, car il y a eu des travaux faits en assainissement, il y a eu des travaux sur la loi littorale, il y a eu des travaux sur l'aménagement durable. Voilà, donc il y a un retour d'expérience plutôt positif aujourd'hui avec les aires marines protégées, le parc de Port-Cros, le parc national des Calanques. Voilà, donc nous avons aujourd'hui une approche dont on sait qu'elle peut apporter des résultats positifs. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit un petit peu en amont, sur qu'effectivement, il ne peut pas avoir de développement durable sans innovation. Et je serais même tentée de parler d'innovation de rupture à ce jour, car il faut intégrer tous les aspects pour arriver à une vraie société décarbonée, et notamment une ville comme Marseille, qui a la chance d'avoir à la fois le vent, le soleil et la mer. Une des autres façons de décarboner la ville, c'est de réintégrer les circuits de production alimentaire au plus près des bassins de consommation. Nous avions, lors du sommet des Deux Rives, où j'ai eu la chance de rencontrer les fondateurs d'Emerging Valley, proposé un projet qui s'appelait Océan 13 et qui en fait consistait à intégrer la permaculture, l'aquaculture urbaine et la préparation en cycle court au plus près des habitants, de manière en fait à remplacer la chaîne du froid par la chaîne du vivant. Donc beaucoup de nos programmes aujourd'hui intègrent bien sûr le changement, l'action contre le climat, l'éolien, le solaire, l'hydrogène, etc. Mais nos villes n'intègrent pas suffisamment le vivant, n'intègrent pas suffisamment la biodiversité. Or, notre survie, nous, société humaine, dépend du survie de la biodiversité. Et il faut vraiment voir la biodiversité comme un allié, comme une boucle de sécurité pour notre avenir. De plus, la biodiversité et le changement climatique sont éminemment liés, puisqu'aujourd'hui, la captation carbone se fait essentiellement par le vivant, que ce soit les arbres, les espaces verts, mais également le phytoplancton ou le zooplancton dans l'océan. Alors, je vais vous donner peut-être une idée de ce que pourrait être une action décarbonée dans le cadre de la production de protéines. Vous savez qu'à Marseille, il existe ce qu'on appelle les boucles d'eau de mer, puisque l'énergie thermique va être un des grands enjeux déjà aujourd'hui de nos sociétés. Une boucle thermique consiste à capter de l'eau à quelques mètres sous l'eau. Aujourd'hui, je pense qu'on doit atteindre des températures de 18-19 degrés peut-être. Enfin voilà. Cette eau à 17 ou 18 degrés va vous faire de l'air froid en été et va vous chauffer l'hiver. Voilà. Donc vous avez à ce moment-là la possibilité de faire circuler cette eau dans des tuyaux, un peu comme du chauffage central, mais avec de l'eau issue du rivage. Cette eau venue de la mer va vous permettre d'ouvrir des petites sections de production aquacole au plus près des populations. Et ainsi, vous allez recréer une chaîne trophique, donc une chaîne alimentaire basée sur des solutions fondées sur la nature, dans lequel vous allez intégrer les sociétés humaines.
Alors, c'est une approche qui paraît un petit peu simpliste aujourd'hui, mais elle existe. Vous pouvez également changer la nourriture de vos poissons d'élevage en intégrant un aliment fait de les matières organiques ou les rejets agricoles ou les préparations alimentaires recyclées en croquettes. C'est ce que nous faisons à l'Institut. C'est-à-dire que là, si on veut vraiment décarboner la ville de demain, il faut intégrer le maximum d'objectifs du développement durable. Voilà, aussi bien le climat, la biodiversité et la protection de l'eau. Notre avenir s'inscrit vraiment dans un nexus qui consiste à protéger à la fois le climat, la biodiversité et l'océan. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut nous donner des espoirs. Voilà. Et je pense que la Méditerranée est un laboratoire précieux parce que on dit souvent dans le milieu de l'océanographie que la Méditerranée est un océan modèle dans la relation des activités humaines et des impacts humains sur la vie marine. Donc voilà, je pense que la Méditerranée, qui a été le berceau des civilisations, peut être un merveilleux creuset de solutions. Merci beaucoup, Madame Ricard. Vous nous avez passé un témoin extrêmement intéressant parce que je vais me tourner vers Anicia Jagler, qui est spécialiste, en tout cas, qui s'y connaît bien en matière d'inclusivité. Et puisque vous avez parlé, vous avez donné un ensemble d'éléments, je crois que inclure le vivant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je vais poser la question à Anicia Jagler. Comment on peut faire de l'inclusivité dans la démarche de décarbonation, une inclusivité bien sûr efficace? Oui, merci à tous. Je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites avant, et notamment, je suis en effet chargée de l'inclusivité à Kedge, mais également professeure en supply chain durable. Et donc, je vais rebondir sur votre cluster ou sur le comité de travail dont vous parliez tout à l'heure sur les systèmes logistiques. Quand on a plusieurs centres d'excellence de recherche à Kedge, qui est une école de commerce notamment basée à Marseille, et donc deux qui sont, un sur la durabilité et un autre sur la supply chain, par exemple, parmi d'autres. Et quand on pense à la décarbonation et qu'on l'applique à la ville, comme à la ville de Marseille, on peut penser à la logistique du dernier kilomètre, qui est, par exemple, on a des groupes de chercheurs qui travaillent sur la cyclo-logistique, donc arriver dans des zones à faible émission, par exemple, ou même quand il n'y a pas de zone à faible émission, le fait qu'on ait des quartiers qui soient piétonniers, par exemple, ou autres. Et donc, on a ce dernier 100 mètres à faire, où on a besoin de ces vélos, où on peut penser, alors c'est un peu moins le cas sur Marseille, mais à la logistique fluviale aussi. Voilà, mais on pourrait penser à la partie par la mer ou par le vieux port. Il y aurait d'autres possibilités, mais ce sont voilà, des solutions pour pouvoir décarboner. Et quand on regarde cela, on sait que la supply chain et la logistique sont des métiers qui sont genrés, où on a vraiment une partie beaucoup plus masculine que féminine, et ce, quels que soient les métiers, puisqu'il y a de très nombreux métiers, et donc c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille à l'échelon de la ville avec les écoles primaires, du département avec les collèges, de la région avec les lycées, puisqu'on le sait, et les études le montrent, les petites filles vont moins vers des études scientifiques, et la supply chain en fait partie. Et puis, bien sûr, je prends la part de Kedge aussi, puisque nous avons des masters spécialisés en supply chain, où nous n'avons que 33% d'étudiantes, et donc moins d'étudiantes que d'étudiants. Donc forcément, quand on a moins d'étudiantes que d'étudiants, quel que soit le niveau d'études, il est bien évident qu'après, cela se ressent dans les métiers qui sont liés. Donc on a cette problématique-là en termes d'inclusion, puisqu'en effet, le changement climatique, on le sait, est très peu inclusif. Et puis on a une autre problématique qui sont aussi les conditions de travail. Si je reprends le vélo, le vélo, on peut avoir de la pénibilité par le vélo parce qu'il peut faire chaud l'été, et encore plus avec les canicules qu'on a connues cet été. Il peut faire froid l'hiver, il peut pleuvoir. On sait aussi que les conditions de localisation, quelquefois, et vous en avez peut-être entendu parler aussi avec les dark stores et tous ces éléments. Donc la ville a aussi son rôle à jouer par rapport à cette organisation logistique de la ville, que ce soit par rapport aux entrepôts situés
en zone périurbaine ou en zone urbaine pour justement favoriser des conditions de travail inclusives pour les cyclo-logisticiens. Donc voilà, on peut avoir un certain nombre d'éléments à prendre en compte puisque si on a des solutions de décarbonation, il ne faut pas penser qu'au changement climatique, mais bien sûr c'est la thématique, mais comme vous le disiez, il faut aussi que ces solutions soient inclusives et que donc elles prennent tout le monde en considération et notamment là les conditions de travail. Alors cela me conduit à me tourner vers Yaya Kone. Yaya Kone qui a travaillé sur les problématiques de solutions au ménage pour changer les comportements dans la ville. Alors, comment changer les comportements pour que justement cette inclusivité dont elle parlait tout à l'heure soit encore beaucoup plus efficace? D'accord. En tout cas, merci une fois de plus aux organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là et justement de pouvoir échanger sur ces sujets-là. En Côte d'Ivoire, donc à Abidjan... Le micro devant la bouche. Pardon. En Côte d'Ivoire, Abidjan, d'où je viens singulièrement, changer, je vais dire que bousculer les habitudes des Ivoiriens, c'est pas facile. Surtout sur des sujets liés au changement de comportement. Voilà, c'est 40 ans d'habitude qu'il faut changer du jour au lendemain et ça prend beaucoup de temps. Et donc, dans notre approche, donc on a réussi à digitaliser donc cette approche-là, de pouvoir offrir une solution digitale donc aux ménages, justement pour leur permettre d'avoir en fait finalement le réflexe des tri des déchets, parce que c'est pas une habitude, on va dire, dans les villes africaines de manière plus inhérente. Et donc voilà, une application donc qui a permis justement aux ménages de pouvoir trier les déchets. Ensuite, mettre en place un système de gamification qui permet de récompenser donc ces ménages donc à travers eux-mêmes les gestions de déchets. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis finalement, on s'est rendu compte que cette action-là, elle s'inscrivait dans ce qu'on appelle le plan national de développement de la Côte d'Ivoire de 2021 à 2030. Donc aujourd'hui, par exemple, on travaille donc de pair avec l'Agence nationale de gestion des déchets, donc la NAGED, pour en fait finalement notre programme de sensibilisation donc auprès des ménages, un programme plus national. Et donc aujourd'hui, ce qu'on propose généralement de façon plus exhaustive aux ménages, c'est par exemple donc des poubelles très basiques pour pouvoir les permettre en tout cas de pouvoir avoir le réflexe des tri de ces déchets-là. Et ensuite, une solution digitale qui va le permettre aussi de pouvoir, nous, finalement, optimiser nos coûts logistiques. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, de plus en plus, c'est une solution qui est en train d'être répandue un peu partout en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, donc nous, c'est cette solution-là qu'on essaie de mettre en avant pour pouvoir, en tout cas, mettre en place une culture, en tout cas, de tri des déchets en Côte d'Ivoire. Séverine, merci beaucoup, Monsieur Yaya Kone. Séverine Peters d'Esteract. Alors vous êtes une connaisseuse de l'environnement de l'entrepreneuriat. Alors, les entreprises, ça compte dans une ville. Donc, ma question est la suivante. Comment l'entrepreneuriat peut vraiment aider à accompagner la décarbonation d'une ville? C'est une très, très bonne question. Alors, merci également de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir d'être là à Emerging Valley et surtout sur des sujets aussi importants. Donc, comme on l'a dit, et je pense la ville, on est tous conscients qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'enjeux qui se concentrent au niveau de la ville. Et donc, c'est vraiment au niveau de ces acteurs qu'on a une chance de pouvoir faire changer les choses pour le futur et aussi de trouver les solutions pour le futur. Alors, les solutions, ça va être des solutions de mobilité, ça va être des solutions de nouveaux matériaux, ça va être des solutions de nouvelles utilisations d'énergie, ça va être... Il y a besoin de beaucoup de solutions pour changer nos habitudes, pour changer nos façons de faire, pour changer nos façons de produire. Et qui peut apporter ces solutions? Eh ben, en partie, ça va être les porteurs de projets, les entrepreneurs. Alors certains sont là aujourd'hui avec leurs projets, leurs rêves. Et ce qu'elle est déjà sûr et qui est déjà aussi rassurant, je dirais, c'est que parmi les entrepreneurs qu'on rencontre, beaucoup sont déjà très conscients de ces enjeux. Donc,
nous, à Expertise France, dans les programmes qu'on va monter, une des actions qu'on va mener, ça va être déjà d'aller plus loin et de les accompagner pour aller plus loin dans la connaissance de ces enjeux et dans la recherche de solutions. Mais après, il va y avoir plusieurs également modes d'action. Alors déjà, ça va être de travailler avec ceux qui ont déjà pour ambition de produire des solutions qui vont être positives pour le climat, qui vont être, comme je le disais, l'invention de nouveaux matériaux ou de nouveaux modes de faire. Donc on va monter des programmes pour les accompagner, pour développer avec eux leurs solutions et pour que, voilà, qu'ils aillent plus loin et qu'ils puissent être les acteurs de demain. Et puis d'un autre côté, on va également travailler avec les acteurs qui existent, qui n'ont pas forcément au départ une vocation de produire des biens verts ou d'avoir une production dans le domaine écologique, mais par contre qui ont envie de s'inscrire dans une transition. Et donc, on va les accompagner également à travers des financements, à travers des études, pour voir dans quelle mesure, par exemple, changer leur mode de production, ou changer leur mode d'approvisionnement, ou changer toute une façon de faire pour rencontrer, pour aller vers des modes de production qui sont plus cohérents avec les enjeux qui nous attendent tous dans les villes, et pas que dans les villes, malheureusement. Mais cela montre qu'il y a vraiment beaucoup de défis. Beaucoup de défis, certainement des solutions que les différents acteurs publics ou privés mettent en face. Donc je vais me tourner vers M. Laurent Lardy. Aujourd'hui, quels sont les grands chantiers, les grands changements et les grandes satisfactions que vous attendez? Alors le problème, c'est que il nous reste 8 minutes. Et donc 8 minutes, ça va très très vite. Et donc, nous allons devoir consacrer 2 minutes à peu près aux réponses. Mais bon, l'essentiel, c'est d'aller nous concentrer. Tout le monde comprendra. Je vais aller vite parce que bon, il y a beaucoup d'exemples de choses. Hein. Je vais peut-être en prendre un seul exemple parce qu'il est assez récent. Le maire de Marseille, au début de 2021, a lancé un appel avec 25 maires de la Méditerranée pour que l'on crée une véritable zone ECA en Méditerranée, c'est-à-dire avec le minimum de pollution de la part des bateaux qui traversent la Méditerranée, puisque ça ne concerne pas que les bateaux qui vont d'un côté ou de l'autre, mais il y a 30% du trafic mondial qui passe par la Méditerranée, et je crois que Patricia Ricard a fort justement rappelé tout à l'heure la problématique spécifique de la Méditerranée aujourd'hui, qui est véritablement en danger. Donc là-dessus, l'initiative de la ville de Marseille, ça a été très récemment de dire, nous on met 10 millions d'euros sur la table pour la transition écologique des activités maritimes. Parce que tous les acteurs économiques ne sont pas, en termes de transition, à la même enseigne. Et en particulier dans ces activités maritimes, si on parle de réparation navale, si on parle de transport de passagers type le transport vers la Corse, le transport entre Marseille par exemple et beaucoup de villes d'Afrique du Nord, ce sont des activités économiques qui ont du mal à s'équilibrer. Voilà. Donc voilà typiquement le genre d'action qu'on mène ponctuellement. En plus, ce n'est pas le rôle d'une ville au départ de faire ça, hein. C'est plus le rôle d'une région, c'est plus le rôle d'un État, c'est plus le rôle d'une métropole. On le fait parce qu'on est conscient du fait qu'il faut accompagner la transition écologique des acteurs portuaires et des acteurs maritimes. Et bien entendu, on va être très attentif à l'emploi de cet argent. C'est pas le nôtre d'ailleurs, c'est celui des Marseillais. Voilà, je voulais donner cet exemple parce qu'il me paraît remarquable, c'est-à-dire qu'on peut même à certains moments pas simplement être là à essayer d'être des facilitateurs, mais quand on identifie une problématique sur laquelle il y a une dimension économique importante à régler, ben, on fait notre part et puis on espère que les autres feront la leur. Merci beaucoup, M. Lardy. Anicia Jagler. Alors, quel est le regard que vous posez sur ce qu'il vient de dire et sur ce qui a été dit avant pour que la durabilité et l'impact puissent être assurés? Eh bien, je dirais qu'en tant que membre d'une école de l'enseignement supérieur, si je devais prendre pareil qu'un exemple pour tenir dans mes 2 minutes, ce serait celui évidemment de l'impact des générations futures. Et en tout cas, en tant qu'école, notre devoir de former des étudiants et des étudiantes pour qu'ils puissent être acteurs de cette transition,
et très vite, c'est-à-dire avoir peut-être des métiers qui soient, on va dire, peut-être classiques, mais où ils ont intégré un certain nombre de nouvelles données et qu'ils puissent, pour prendre des décisions, avoir en tête et le changement climatique, donc le côté plus environnemental, mais également aussi le côté inclusif et le côté social. Et donc c'est vraiment cette thématique-là qu'on a au sein de Kedge. On a Kedge Impact, donc ça rentre tout à fait dans ce que vous disiez par rapport à l'impact. Et dans notre cœur de métier, c'est vraiment notre souci aujourd'hui de pouvoir former, non pas, alors on en forme aussi, mais des spécialistes de la décarbonation et du développement durable, mais également de manière systémique, l'ensemble des étudiants et des étudiantes pour qu'ils prennent part à cette transition. Oui. Alors, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Lamia Ben Marlouf. Alors, vous nous avez présenté tout un ensemble d'initiatives prises par le Maroc donc dans le domaine de la décarbonation, en tout cas de l'amélioration de la situation au niveau du changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 minutes une idée ou des idées d'innovation révolutionnaire que vous pensez qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre cet objectif? Lamia Ben Marlouf. Je pense qu'on a un problème de connexion avec Lamia Ben Marlouf, donc je vais me tourner vers Yaya Kone. C'est déconnecté, alors c'est dommage. Donc je vais me tourner vers Yaya Kone. Alors Yaya Kone, vous venez de Côte d'Ivoire, nous sommes à Marseille. On parle souvent de dialogue Nord-Sud. Donc on pense souvent que les idées viennent des pays du Nord vers les pays du Sud. Mais à Emerging Valley, on a envie que des idées du Sud remontent vers le Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous percevez cette démarche-là, et puis éventuellement, dans l'expérience que vous avez, quelque chose qui pourrait éventuellement utilement inspirer Marseille, mais aussi des villes du Nord? D'accord, merci. Je pense qu'effectivement, de plus en plus, il faut qu'on arrive maintenant à inverser, je pense, que les choses. Tout à l'heure, je parlais de l'innovation frugale, en tout cas, qui est de plus en plus présente dans les solutions donc au sein du continent, en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, je pense que ces solutions-là peuvent inspirer à un co-développement ou à un copartenariat, justement, avec des solutions existantes à Marseille. Plus concrètement, pour revenir à notre cas, aujourd'hui, sur la politique de tri des déchets, on le fait de manière très basique, mais avec une approche un peu plus digitale, c'est-à-dire qu'on met en place, on connecte en fait aujourd'hui donc les ménages, mais enfin de façon plus globale les Ivoiriens, donc avec nous-mêmes nos propres collecteurs de déchets plastiques pour récupérer les déchets. Et je pense que cette approche-là de l'innovation peut être dupliquée justement peut-être ici à Marseille, pour pouvoir faire un mixte, en tout cas, en termes d'innovation, de frugalité. Donc, il y a beaucoup d'approches, même autour de la mobilité et tout ça. Donc, il y a beaucoup de solutions qu'on peut, en fait, en tout cas, dupliquer ici. Et on fait, en fait, des solutions un peu plus globales. Donc, moi, je crois fortement au fait qu'on puisse changer de paradigme aujourd'hui en termes de coopération entre le Sud, maintenant, et le Nord. Merci beaucoup, Yaya Kone. Séverine Peters d'Esteract. Dans le domaine de l'entreprise, on parle de co-développement, de co-innovation, de etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'est possible, justement, qu'il y ait des éléments dans cette démarche de co-développement et de co-construction qui puissent être partagés dans la dynamique de décarbonation, par le biais des entreprises, bien sûr? Bien sûr, oui, bien sûr. C'est quelque chose qui, en fait, je dirais assez naturel pour les entreprises, parce qu'une entreprise, elle va chercher justement comment mieux travailler, comment échanger. Alors, par exemple, on a fait un atelier il y a quelques mois sur l'utilisation des données géospatiales pour des usages, pour faire des applicatifs à usage à des fins pour répondre à des objectifs du développement. Et on a fait venir des entreprises du sud de la France qui produisaient des applicatifs comme ça. Et justement, c'est exactement ce qu'ils venaient chercher. Ils venaient non pas
donner une leçon ou expliquer ce qu'ils faisaient, mais en fait, ils venaient chercher des partenariats parce qu'ils disaient, voilà, nous, on ne peut pas travailler sur des géographies comme l'Afrique qu'on ne connaît pas. On n'a pas cette expertise-là. Nous, ce qu'on vient, c'est chercher des partenaires pour réfléchir ensemble, pour travailler ensemble et monter ensemble des solutions, des applications qu'on va pouvoir développer et diffuser ensemble. Donc cette démarche, c'est une démarche qu'on est en train de développer, en particulier à travers un réseau de Innovation Hub, donc des hubs qui vont être en réseau entre les hubs d'innovation européens et les hubs d'innovation africains. Donc il y a par exemple dans le cadre d'un projet qui s'appelle IDIB, financé par la Commission européenne, où c'est vraiment tout le sens de votre question se retrouve. C'est comment faire en sorte que ces acteurs puissent se retrouver pour pouvoir partager et co-construire, co-inventer. Merci beaucoup Séverine Peters d'Esteract. Nous allons finir, parce qu'il nous reste, le temps qui nous est imparti est déjà terminé, et nous allons nous tourner vers Patricia Ricard. Alors Patricia Ricard, puisque vous êtes présidente d'une structure d'océanographie, et vu que les mers recouvrent la plus grande partie du monde, c'est-à-dire donc c'est la question va porter sur les bonnes pratiques que vous nous recommanderiez éventuellement, ou que vous recommanderiez autant à des acteurs du Nord, publics, privés, que des acteurs du Sud. Quelles pourraient être ces bonnes pratiques justement pour que finalement la mer monte moins et qu'en plus elle soit mieux préservée? Je pense malheureusement pas que nous pourrons ralentir la dynamique de l'élévation du niveau de la mer. En revanche, nous pouvons aller chercher des innovations d'adaptation et surtout d'atténuation, puisqu'aujourd'hui, il faudra à la fois nous adapter et limiter l'accélération de ce changement climatique. On peut déjà comprendre que les solutions vont être complexes et qu'il faut absolument faire des plateformes de recherche interdisciplinaires de manière à justement intégrer tous les avantages dont on pourra bénéficier, des énergies marines renouvelables. On peut également aller chercher de l'information dans les organismes marins. Par exemple, vous avez tous entendu parler de la pénurie de verre aujourd'hui et de l'impact carbone de la production de verre. Il faut juste se souvenir que le plancton fait du verre à pression constante et à température ambiante dans l'eau. Il y a toute un génie de durabilité dans le vivant que nous devons explorer et que nous pouvons explorer aujourd'hui. D'ailleurs, cela s'appelle le biomimétisme. Et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui s'atteler, faire des partenariats interdisciplinaires sur des innovations sectorielles, mais j'allais dire d'une grande ambition et ne pas avoir peur de la rupture. Essayer d'avoir une vision plus adaptée, plus locale, apprendre à faire plus petit, parce que plus petit, ça vous permet d'être mieux distribué sur les bassins de consommation, d'être connecté de manière à partager le plus rapidement possible les transferts de compétences et bonnes pratiques, et ne pas oublier qu'effectivement, il faut intégrer à la fois le changement climatique et ne pas oublier que c'est grâce au vivant que nous pouvons limiter ces impacts, que la captation carbone, la production d'oxygène, la production d'eau potable, la production d'aliments vient d'écosystèmes en bonne santé et qu'il est essentiel pour nous de les conserver. Voilà. Et puis surtout, garder la science. Voilà, garder la science comme seuil de réflexion et de connaissance de manière à trouver les meilleures solutions. Merci beaucoup Patricia Ricard pour ces idées et pour cette conclusion. Laurent Lardy, Lamia Ben Marlouf, Anicia Jagler, Yaya Kone, Séverine Peters d'Esteract, nous vous remercions. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous pouvez les applaudir. Merci.